Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité. Bien sûr, Bonjour d'Algérie se doit justement de marquer cet événement en parlant justement de la place qu'occupe l'Algérie dans cette organisation mondiale à l'effet de protéger la planète. Aujourd'hui, nous en parlerons avec Moufida Lamèche, qui est sous-directrice chargée de la prévention et de la conservation des écosystèmes auprès du ministère de l'Environnement. Ce sera vraiment la partie la plus importante de cette matinale où l'on parlera également de plantes avec Sihem Kennouch qui, elle, avec sa manière de raconter les choses, va nous placer justement les termes justement qui désignent certaines fleurs, certaines plantes et qui ont vraiment des particularités typiquement de chez nous. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous parlerons encore de Dame Nature et d'agriculture à travers un événement qui se profile à l'horizon. Voilà, j'ai du mal, mais j'y arrive quand même. Il s'agit du CIPSA, qui en est à sa... Bon, ben voilà, on parlera de cette nouvelle édition du CIPSA, qui est le salon justement dédié à l'agriculture, donc par l'association Filaha ou la fondation Filaha. Donc, il organise du 22 au 25 mai prochain. Donc, voilà. On va parler du programme de cet événement très attendu par les agriculteurs et tout l'ensemble des producteurs et des personnes concernées par le secteur en particulier. Alors aujourd'hui, dans notre matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir une enseignante qui fait partie aussi de toute une coordination nationale des enseignantes de français en Algérie. C'est une manière aussi de parler de l'approche et de l'avènement des examens de fin d'année, des examens aussi qui marquent un cycle, en l'occurrence donc le BEM et le baccalauréat, donc le BEM qui est très attendu, donc déjà le 5 et du 5 au 7 juin et puis suivi par la suite par les épreuves du baccalauréat qui auront lieu du 11 au 15 juin. On en parlera ce matin dans notre édition. Et puis bien sûr, nous aurons le plaisir de revenir sur un pan de notre patrimoine à travers un monument historique classé depuis 1950. Il s'agit du fort de Tamenfoust qui a toute une histoire derrière lui et différentes civilisations à raconter à travers bien sûr les murs et les objets qui se trouvent au sein de ce petit musée à l'est d'Alger. Voilà, ravi de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs. J'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. Tout d'abord, on va vous parler des nouvelles du ciel. Il pleut déjà sur Alger, mais voyons un peu à quoi ressemble la carte de la météorologie ce matin avec Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ma'an Nasna, la météo comme d'accoutumée. Comme d'habitude, oui. Voilà. En fait, c'est vous qui faites le gros du travail. Hein. Oh, pas du tout. Non. Je n'ai aucun mérite à part celui d'écouter et d'être attentive à l'instar de tous les téléspectateurs qui sont avec nous et qu'on embrasse ce matin. Oui, on embrasse sous la pluie. Sous la pluie, oui. Ah oui, oui. À défaut de danser sous la pluie. On va danser, oui. Voilà. Donc voilà, la pluie est très présente à Alger, mais oui. Qu'en est-il des autres régions? Allons-y. Allons-y, c'est merci parti. Radia et bonjour à tous. C'est bon réveil surtout. Alors pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux sur une grande partie des régions nord, avec de la brume matinale sur le centre et vers les régions côtières de l'est. Mais ces nuages vont donner quelques pluies durant l'après-midi à l'ouest et au centre. Des foyers orageux vont se développer sur les Aurès durant la journée. Et à noter quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'ouest et le centre. Au sud, eh bien, un ciel souvent voilé. L'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter aussi des sements de sable du côté de Tindouf, l'extrême sud, le Hégard Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un maximum de 30 degrés du côté de Relizane, 22 à Alger, à Naba, 27 Tizi Ouzou, 23 Oran et Tlemcen, 24 à Al-Beyd et Constantine, 25 Djelfa, 26 degrés à Batna, au sud 28 degrés seulement à Biskra, 29 Tindouf, 32 du côté de Biskra, 35 à Gardaya, 39 Ilizi, 37 à Insalah, 34 Kaman Rasset et Adrar, 40 degrés Borj,
Kouch Bedi Moukhtar et le maximum cette fois-ci à Ingazam avec 44 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre. Les vents seront de secteur est à nord-est et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et 10 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h53 et pour davantage d'informations pour ces saisons, eh bien, le ciel et Météo Algérie vous présente ces sites, les 3 w.meteo.dz. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, j'ai prévu un parapluie. J'espère que ceux qui n'ont pas encore quitté leur foyer prévoiront aussi de prendre comme ça, prendront leurs précautions en conséquence. À vos parapluies. À vos parapluies Voilà. ou à vos parkas, je ne sais pas moi. Ceux qui aiment la pluie peuvent aussi marcher sous la pluie. Exactement. Il n'y a pas de Il ne souci, va pas j'en faire connais très froid plein. non plus. Hein. C'est J'en connais pas plein. un temps froid non plus. Hein. Non, il fait, voilà, Il fait la bon. température n'est On va pas dire qu'il fait- très basse. Oui, il fait bon. Voilà. Merci infiniment, C'est moi Amel. qui vous Passez remercie. une excellente journée. Excellente journée. Vous allez me Rita. manquer. Oh, moi aussi. Allez, on se dit à très vite. À très vite. Et puis à tous ceux qui sont avec nous tout de suite, on démarre cette émission avec une très belle chanson et une voix cristalline, celle de Meriem Ben Allel qui nous interprète tout de suite un nouveau tube, voilà, qui fait fureur sur les radios algériennes. Il s'agit de Maya. كي تكون معايا عمل من الدنيا رواية عمر ما نشوف ورايا غير فيك نتيق هموم جرعتها في كاسي فتوى عدى على راسي حمول رفتها نقاسي في وقت الضيق لا بيكي يا مش فاية ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس بإحساسي مكان رفيق انت الدوايا انت هوايا لا بيكي يا مش فاية ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس بإحساسي تجيت انتايا أحلاه الحب كي يكون فعل ماشي كلام بعد خيبة الظنون ضحكت لي هزيت مكتوبي مشيت حمدت الله ورضيت كي تكون معايا حتى للنهاية وعليك كتبت السطور في عيونك جرت البحور
عطرت أيامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى أنا وعليك كتبت السطور في عيونك جلت بحور عطرت أيامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى أنا نبغيك حتى أنا صفيرة خلاصة الحكاية كي تكون معايا كي تكون معايا كي تكون معايا صفيرة خلاصة الحكاية كي تكون معايا كي تكون معايا حتى للنهاية Premier invité de cette édition de Bonjour d'Algérie, Monsef Bouderba, donc, qui est membre du conseil d'administration du GRFI Filaha, qui est cette fondation qui est à l'origine de l'organisation du Salon international de l'agriculture de l'élevage et de l'agro-industrie. Donc pour sa 21e édition, Monsieur Bouderba est ici pour nous en livrer tous les détails. Bienvenue à vous. Merci de votre invitation. Donc bonjour à tous nos téléspectateurs en Algérie et bien sûr à l'étranger qui regardent attentivement cette émission. Donc j'ai été désigné par Monsieur le Président de notre fondation, Monsieur le docteur vétérinaire Emin Ben Salman. Emin Ben Salman, que nous saluons ce matin. Voilà, pour donner un aperçu un petit peu de tout ce qui est en train de se faire dans notre pays pour relancer l'agriculture en général et en particulier mettre l'accent sur les innovations, la nouvelle technologie et les potentialités que peuvent offrir la relance du secteur agricole qui ne peut être que salué par le monde paysan qui est très fier aujourd'hui de la décision du président de la République de mettre l'agriculture comme une des priorités de l'action gouvernementale. Absolument, dans la mesure où ça pourrait être une manne très importante. D'abord parce que ça garantit un peu une autosuffisance, moins de dépendance à l'étranger sur le plan de l'agriculture et des produits issus justement de l'agriculture, mais aussi parce que ça permet aussi de drainer des ressources par l'exportation de nos propres produits à l'étranger, n'est-ce pas ? Effectivement, nous avons fait plusieurs diagnostics en Algérie de notre situation agricole. Et nous pouvons être que fiers de ce que est en train de se faire au niveau de la prise de conscience. C'est très important pour que l'Algérien comprenne que les produits de la terre ont plusieurs fonctions. Donc le monde paysan accueille avec grande satisfaction tout ce qui est en train de se faire au niveau des réformes, au niveau de la mise en place et de la sensibilisation, de la prise de conscience de la nécessité, comme vous l'avez souligné, de la sécurité alimentaire, de la nécessité et la sécurisation aussi de notre stress hydrique, parce que nous avons actuellement une capacité en ressources en eau intéressante, mais la réflexion doit s'orienter vers la gestion en elle-même, à la meilleure gestion de nos capacités hydriques qu'offre l'Algérie. Nous avons une superficie agricole qui est considérée comme une superficie intéressante pour le redéploiement des agricultures classiques et des agricultures innovantes, que ce soit les céréales, le maraîcher, l'agriculture saharienne bien sûr, les élevages. Tout ça doit faire l'objet bien sûr d'un plan sérieux qui est actuellement à l'étude au niveau du gouvernement pour qu'il y ait effectivement sur le terrain une véritable relance de l'activité agricole. Et c'est pour cela que nous sommes une fondation qui regroupe un certain nombre d'experts, et que ce soit des experts algériens en Algérie, à l'étranger, d'anciens grands responsables de notre agriculture, d'anciens ministres, d'anciens professeurs d'université qui viennent apporter, n'est-ce pas, au niveau de la réflexion. Absolument. C'est ça qui est important, c'est la réflexion pour, n'est-ce pas, orienter nos agriculteurs et apporter une force de proposition aux différentes politiques agricoles que doit
réussir notre pays. Vous-même, donc, vous participez à cet effort par votre expertise, dans la mesure où vous êtes expert agro-industriel. Oui. Et donc, voilà, c'est vrai que la question de la sécurité alimentaire est à l'ordre du jour à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le regard est plus dirigé vers le Sud. J'ai l'impression, dans cette organisation, cette 21e édition a une particularité d'avoir un regard sur l'Afrique. Eh bien, écoutez, l'Afrique, c'est notre cheminement naturel. Absolument. Donc, nous en faisons partie. Hein. Oui, mais nous sommes... c'est vrai quand je dis orienté vers l'Afrique, Oui. mais l'Afrique vraiment du Sud, je dirais. Oui, c'est-à-dire que l'Algérie est un pays de cœur africain. Et tout ce que nous faisons, le président de la République, en ce qui concerne plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui, a toujours positionné l'Afrique en priorité. Ça a été fait pour les infrastructures. Tout ce qui est en train d'être réalisé est réalisé en fonction de nos capacités d'exportation pour aller justement vers le prolongement naturel de nos frontières au sud de notre pays. Donc ça, c'est très important. Nous avons donc dans ce salon, qui est la 21e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroalimentaire, soulevé plusieurs thématiques. La sécurité alimentaire, bien sûr, les exportations, l'intégration agroalimentaire, et ce sont des choses, l'aquaculture, la pisciculture, l'élevage extensif, la réorganisation de toutes les filières agricoles, secteur par secteur, par priorisation, pour pouvoir avoir un ciblage agricole avec un retour de l'investissement, c'est très important, pour ne pas faire les erreurs du passé, parce que ce qui est important dans les diagnostics et de se projeter à l'avenir, c'est de pouvoir faire sa propre analyse, son propre travail sur soi-même pour pouvoir avancer. Donc c'est très important. Cette édition donc va faire l'objet de la participation d'organisations internationales agricoles comme la FAO qui va être présente. Il y aura des panels sur différents types de secteurs d'activité que je viens de vous énumérer. Absolument, donc il y a différents modes. Nous avons suivi bien sûr les instructions du président de la République. Nous avons décidé d'inviter le Sénégal, avec qui nous sommes en étroite collaboration. Depuis maintenant, une délégation qui a été présidée par le docteur Ben Semen est allée au Sénégal pour organiser ce salon. Nous avons été agréablement surpris, et je remercie les autorités sénégalaises, notre ambassadeur du Sénégal à Alger, le ministre sénégalais de l'Agriculture, qui a reçu la fondation Filaha et le GRFI de manière officielle et a donné son accord, son feu vert pour, n'est-ce pas, une étroite collaboration, une coopération, et pour en même temps organiser non seulement le Salon international à Alger, et en même temps se projeter pour préparer ensemble le prochain salon en décembre à Dakar. Voilà, quand vous parlez de salon, en fait, il y a un des malls, pardon, oui. Parce que ce sera organisé au niveau du Palais des Expositions, la SAFEX, oui. Et bien sûr, plusieurs malls abriteront cette multitude de cette variété justement de panels que vous venez de citer. Mais parmi ces malls, il y en a un qui sera réservé à une première édition du salon Africa Food, essentiellement. Oui. Voilà. Alors, et c'est Africa Food qui connaîtra donc cette continuité d'une deuxième édition peut-être en décembre. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors Africa Food, elle a deux fonctions en fait. D'abord, c'est une vitrine pour tous nos produits agricoles, et laissez-moi vous dire que l'on peut être que très satisfait du travail qui a été accompli dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture algérienne, elle offre une qualité de produits très intéressante, et en même temps aux standards internationaux. Donc je pense que Africa Food va être un levier, n'est-ce pas, fédérateur pour tous nos produits agricoles, et en même temps une plateforme pour aller à l'international. C'est ça l'objectif. Donc je pense que toutes les potentialités vont être réunies pour réussir ce programme d'exportation qui va, comme vous l'avez si bien dit au début de l'émission, non seulement conforter notre agriculture algérienne, régler un certain nombre de problèmes au niveau de la consommation agricole de la population algérienne, sécuriser, n'est-ce pas, nos approvisionnements et réduire donc la facture des importations, c'est très important, et en même temps aller progressivement, avec beaucoup de professionnalisme, accompagner nos agriculteurs pour un programme d'exportation en Afrique. Et tout ça doit être fait, bien sûr, en coordination
avec le ministère que je salue ce matin de l'Agriculture, qui a toujours été très favorable. Un grand soutien, effectivement. Et nous avons été très bien, le projet en lui-même a été très bien accepté. Au contraire, les choses se passent vraiment d'une manière aujourd'hui concrète sur le terrain. On ressent un intérêt au plus haut niveau de toutes les autorités de l'État pour accompagner et réussir, n'est-ce pas, disons, ce vaste programme agricole algérien. Voilà, c'est vrai que Filaha, cette fondation Oui. qui œuvre vraiment de concert avec les experts Oui. algériens, comme vous le dites, donc a permis d'avoir comment dire, cet observateur ô combien précieux qui a boosté aussi les efforts du gouvernement. Oui. Aujourd'hui, donc, où en est-on en Algérie par rapport à cette production agricole? Est-ce qu'on est au stade de la suffisance ou voilà, ou pas encore? Écoutez, nous avons fait des travaux avec les organisations patronales, qui sont des organisations patronales, disons, spécialisées par filière. Nous avons travaillé sur une filière intéressante qui est l'autosuffisance en blé dur. C'est très important pour notre sécurité alimentaire. Nous avons travaillé donc avec le CREA. Nous avons travaillé avec la CAPSE pour la sécurité alimentaire en général. Nous avons participé, n'est-ce pas, à l'élaboration d'une plateforme de proposition pour le gouvernement. Tout ça, nous nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous travaillons avec des experts dans l'innovation, dans le... Il fut un temps où nous étions le grenier de l'Europe. Oui, oui, il fut un temps où nous étions le grenier de l'Europe, donc oui, c'est facile de restituer cette position, j'imagine. Non, c'est pas facile. Ce n'est pas Quand on perd une position, on s'est installé dans un petit confort comme ça, de facilité. C'est pas bien. Il faut effectivement... Bien sûr, les hydrocarbures ont poussé à l'importation dans différents domaines. Oui, on comblait, voilà, on comblait notre déficit parfois depuis quelques années. Mais je pense que la tendance est en train de s'inverser. Je souhaite que notre salon soit l'aboutissement de cette inversion fondamentale pour les Algériens. Et laissez-moi vous dire que si nous avons, comme préconise le président de la République, des intentions très sérieuses d'intégrer des groupements économiques régionaux comme les BRICS, laissez-moi vous dire ce matin que la sécurité alimentaire est une des priorités. On ne peut pas aller, n'est-ce pas, dans la cour des grands de ce monde, participer, n'est-ce pas, à une redistribution des cartes sur le plan de nos approvisionnements en matières premières et en produits agricoles, si nous n'avons pas mis en place, effectivement, un programme de sécurité alimentaire et hydrique très solide, avec des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. J'ai une pensée particulière pour tous ces agriculteurs qui, sur le terrain, ont fourni énormément d'efforts, qui ont été un petit peu perturbés par les intempéries de cette dernière semaine. Et c'est vrai que j'espère que les produits céréaliers seront toujours au rendez-vous avec la même qualité. Nous souhaitons que, effectivement, ces pluies tardives, nous avons tellement souffert de manque de pluviométrie que nous souhaitions que les pluies reviennent. Mais le timing n'est pas tellement favorable. Un petit peu été... Mais je pense qu'en ce qui concerne l'arboriculture, ça a été bien accueilli. Excellent. Et en même temps, laissez-moi vous dire la bonne nouvelle aussi, parce que parfois il y a des mauvaises, mais aussi des bonnes nouvelles. C'est ça les aléas de l'agriculture et de la météo. C'est qu'en même temps, nous avons une chance, c'est que nos capacités hydriques sont en train de se reconstituer. Excellent. Après le stress que nous avons souffert depuis janvier. Nous étions vraiment dans un manque assez considérable. Le taux des barrages, le ministère de l'Hydraulique est là pour confirmer les chiffres, était autour de 30 à 40% au niveau des capacités de retenue de notre capacité de stockage de l'eau. Oui, je pense que ces dernières pluies vont, n'est-ce pas, apporter un plus dont nous avions tant besoin et surtout tant espéré. En tout cas, vous parliez tout à l'heure d'autosuffisance, aussi comment dire, de projection dans l'avenir, avec cette perspective justement d'exporter le produit algérien. On a un très bel exemple, celui d'une huile qui a réussi à se classer mondialement, l'huile d'Elbiya par exemple, et qui vient de décrocher encore un trophée. On félicite justement ses producteurs.
en Grèce, donc dans un pays producteur d'huile D'huile, d'olive. oui, absolument. C'est excellent quand même. Hein. Voilà. Oui, bah, donc, vous est-ce savez- que le reste des produits donc, Absolument. pourraient justement Oui, oui. Écoutez. accéder à cette même, comment dire, à cette même évaluation, à cette même compétitivité et voilà, se déployer sur le terrain du marché mondial avec la même qualité? Écoutez, en ce qui concerne l'Afrique, moi je vais parler ce matin de l'Afrique parce que nous faisons les choses par étapes, c'est très important. Donc en ce qui concerne l'Afrique, effectivement, les pays africains dont nous avons visité sont demandeurs de tous nos produits industriels et tous nos produits agroalimentaires. Je pense que l'Algérie a un tissu d'activité agroalimentaire aujourd'hui à la hauteur de ses engagements. Je pense que l'Algérie peut faire le travail. Faudrait-il bien sûr qu'il y ait une véritable politique d'exportation de tout ça pour avoir les avantages comparatifs et la compétitivité nécessaire pour aller sur ces marchés, parce que laissez-moi vous dire que la concurrence existe déjà. Mais nous avons un atout, effectivement, nous avons la proximité géographique, nous avons la qualité de nos produits, nos produits agricoles sont considérés comme des produits bio, y compris en Europe. Quand nous allons dans les salons de l'agriculture en France ou en Allemagne, les produits algériens sont considérés des produits high-tech, c'est-à-dire sur le plan qualité et biologique, ce sont des produits naturels. Donc nous avons effectivement un avantage comparatif, nous devons nous mettre au travail Et continuer. Pour Absolument. réussir et donner la chance, n'est-ce pas, Voilà. comme a assez bien souligné le président de la République, de mettre le secteur agricole au même niveau que Au les diapason. hydrocarbures. Effectivement, on va y arriver à ce diapason, Inch'Allah. mais c'est vrai que vous disiez on a. Oui. On a également Filaha, donc cette fondation qui Oui. nous fait le plaisir justement d'organiser cet espace d'échange Oui. qui est le Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroalimentaire, donc qui exact. se tient actuellement à la SAFEX, donc pour le bonheur de tous ces Le monde secteurs, paysan en pour le général. monde paysan de Exact. manière générale, donc Oui. c'est aussi un avantage de mettre et de regrouper tous ces acteurs dans un même lieu et de leur donner l'opportunité d'échanger et aussi de créer des espaces de partenariat. Donc voilà, c'était pour rappeler donc que c'est de quelle date? Du 22 au 25. Voilà, du 22 au 25. C'est vrai. Voilà, et je vous laisse conclure par rapport à cela. Bien, nous vous invitons à visiter donc tous les stands de tous les producteurs de notre monde paysan, de tous les produits agricoles algériens. C'est une vitrine. Nous vous invitons aussi à participer, à écouter l'activité des panels, parce que c'est très important. C'est quand même, ça va permettre à certains experts algériens et mondiaux de venir exposer leurs différentes expériences agricoles. Donc c'est un carrefour. Et en même temps, nous allons essayer de mettre en relation ce qu'on appelle le B2B. Le B2B va pour que permettre les Algériens qui sont engagés dans ce marché africain puissent, n'est-ce pas, avoir la possibilité de réussir leurs opérations d'exportation. Nous sommes une force d'accompagnement et de proposition. Nous mettons tout ce monde-là en synergie pour avoir le meilleur des résultats, c'est-à-dire accroître notre production agricole en qualité et en quantité. Merci infiniment, c'est tellement bien résumé. Donc, Monsef Je vous Bouderba, remercie. je vous remercie. Donc, voilà, vous intervenez aujourd'hui en qualité d'expert Merci agroalimentaire. beaucoup. GRFI, Voilà. Et puis voilà, membre du conseil d'administration de GRFI, donc de la fondation Filaha. Donc voilà qui a été dit. Le salon a ouvert ses portes. Donc vous êtes les bienvenus au CIPSA. Donc du 22 au 25 mai à la SAFEX. Donc j'espère que toutes les personnes concernées par ce secteur en particulier pourront en profiter. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci à ceux qui sont avec nous. On va continuer de parler aussi des bienfaits de Dame Nature sur l'environnement, notamment à travers la célébration aujourd'hui à laquelle prend part l'Algérie de la Journée internationale ou Journée mondiale de la biodiversité. Nous recevrons l'invité concernant ce sujet dans un instant, ainsi que Siam Kenous qui nous parlera des termes vernaculaires concernant certaines plantes. Et puis, bien sûr, avant, on va planter le décor avec ce reportage qui nous parle d'aménagement d'espaces verts au niveau de la capitale, donc d'Alger. À tout de suite.
Avec une superficie de 5000 hectares, les couverts forestiers et les espaces verts sont les poumons de la capitale. Pour protéger ses atouts floristiques et faunistiques inestimables, la wilaya d'Alger a mis en place un plan de réaménagement de ces zones. Objectif, préserver et garantir la durabilité de ces écosystèmes à long terme. Parmi ces projets ambitieux, la décharge de Oued-Smar qui s'est métamorphosée pour devenir un espace vert. Autre projet non moins important, celui de Dounia Park, où 1059 hectares seront exploités pour l'établissement de pistes cyclables, la réalisation de 3 passerelles ainsi qu'un parking d'une capacité totale de 5000 véhicules. Il est réparti en 4 zones. La zone 1, actuellement en cours de travaux, il est constitué de 3 grands lacs. Le premier lac et le deuxième lac, les travaux sont en cours par la wilaya d'Alger. Ils sont en voie d'achèvement. Consistant, c'est 1,8 km de pistes cyclables qui sera livré cet été. L'éclairage public en cours de réalisation, 3 passerelles. La passerelle pour survoler ou pour traverser le lac afin de relier les 2 lacs, lac 1 et lac 2. La DTP actuellement réalise pour un montant de 1 milliard de dinars. C'est un grand parc qui sera livré avec toutes les commodités. Et pour mieux protéger les plans d'eau, des programmes de plantation de différents types d'arbres et de réalisation d'ouvrages mécaniques et biologiques ont été mis en place par la direction des forêts. Une fiche technique elle a été donc réalisée pour atténuer un petit peu tous les phénomènes d'érosion apparente afin de fixer le sol dans le plus bref délai. La superficie prévue donc pour protéger un petit peu tout le pourtour du plan d'eau, ce sera sur 11 hectares avec différentes espèces forestières. En exemple, le peuplier, les platanes, les pistachiers. Cette grande opération de réaménagement concerne également l'autre joyau naturel, espace de jeux et de loisirs privilégiés des Algériens, le parc zoologique de Ben Aknoun, qui deviendra un parc safari. Le village africain restera donc digne de son nom et drainera un nombre important de visiteurs. Le parc safari, c'est un nouveau concept qui est en vogue à travers le monde. Ce sera une première en Algérie. C'est un concept qui consiste à mettre les animaux sauvages, donc ces animaux comme le lion, le tigre, l'éléphant, dans un espace en semi-liberté. Voilà. Et on inverse un petit peu les rôles. Et c'est les visiteurs qui seront enfermés quelque part, donc soit dans des tunnels vitrés, par exemple. Les visiteurs pourront donc observer ces animaux sauvages, les approcher sans danger. On a la réhabilitation de la clôture, il y aura la réhabilitation de la voie ferrée, il y aura aussi la réhabilitation de l'éclairage public, la réhabilitation, il y a 2 hôtels, il y a le Mouflon d'Or et la résidence. Il y aura aussi la création de quelques points d'eau, donc les forages, les bassins, les châteaux d'eau. Le plan vert de la wilaya d'Alger revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il englobe plusieurs opérations de réhabilitation et de réaménagement d'espaces verts et de sites forestiers, vu leur rôle dans la régulation du climat et la protection de la biodiversité pour un cadre de vie meilleur. Effectivement, les espaces protégés permettront justement la prolifération de toutes ces espèces, donc qui nous permettront d'avoir une belle richesse, une faune et flore ô combien belle à apprécier par les visiteurs dans des différents lieux qui sont visitables. En tout cas, aujourd'hui, nous parlerons de biodiversité, nous parlerons de Dame Nature avec une représentante du ministère de l'Environnement qui vient justement marquer avec nous la Journée mondiale de la biodiversité. Donc, qui permet justement l'échange de données, les constats et toutes les coordinations possibles à l'effet de protéger la planète. Donc, bienvenue à Moufida Lamèche, ici présente. Vous êtes sous-directrice chargée de la prévention et de la conservation des écosystèmes. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Donc, en cette journée de célébration de la Journée internationale donc, de la biodiversité,
Je souhaiterais donc rendre hommage à notre collègue Ilham Kabouya qui était directrice chargée de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction générale des forêts. Ilham Kabouya, elle est décédée. Ça fait une dizaine d'années, une dizaine de jours. Oui. Donc à mon nom et au nom de mon secteur, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Oui, vraiment, c'est une triste nouvelle à apprendre. C'est vrai que nous avons reçu cette dame dans les différentes émissions de Canal Algérie. Vraiment, paix à son âme. Et bon courage et condoléances à tous ses collègues, ceux qui l'ont connue. En tout cas, aujourd'hui, voilà, le combat continue. Vos équipes sont toujours mobilisées pour marquer ces journées très importantes pour notre écosystème, n'est-ce pas? Oui, donc je voudrais un peu définir la biodiversité. Donc c'est l'ensemble des êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants, y compris donc tout ce qui est faune, flore, écosystème, et aussi au niveau génétique. Donc la biodiversité, donc c'est très très vaste. Il y a de la biodiversité qui n'est pas visible, qui est au niveau, c'est des micro-organismes. Donc en cette journée de célébration de la Journée internationale de la biodiversité, sous le thème du cadre à l'action reconstruire la biodiversité, je voudrais expliquer cette thématique. D'accord, on va revenir à ce slogan pour cette année, retenu pour cette année, le temps de dire bonjour à Siham Kennouch qui vient de nous rejoindre. Bonjour Siham. Bonjour, bonjour. Et qui bien installée, c'est oui, bon. Je suis en train de suivre la dame. Attentivement. Oui, ça m'intéresse franchement. Voilà. Attentivement. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de quelques espèces. Tout à fait. Voilà, ici, la biodiversité au Tanoubou Albi, on ne peut pas passer outre, c'est quelque chose de très important. Et puis je vous réserve une surprise, on va essayer de vulgariser un petit peu et de connaître quelques... Oui, absolument. Dans la tradition, il y a des choses à relever par rapport à la manière de nommer les plantes chez nous, qui est assez particulière. Ah oui. N'est-ce pas? Vous avez votre manière de faire, mais on va donc s'attarder sur les termes. Vous avez parlé d'un slogan à l'instant. On va décortiquer ce slogan. Vous allez, parce que vous êtes bien placé pour nous expliquer le choix de ce slogan cette année pour cette édition. Oui, donc de l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. C'est quoi ce slogan? De l'accord à l'action, il y a un nouveau cadre mondial de la biodiversité, donc une stratégie mondiale de la biodiversité qui a été adoptée lors de la dernière COP. Donc la 15e COP qui s'est tenue à Montréal, c'est le cadre mondial Coming Montréal. Pourquoi Coming Montréal? Ce cadre il devait être adopté en Chine, mais vu la pandémie Covid-19, il a eu lieu la réunion a eu lieu à Montréal. Différé d'abord et puis après organisé à Montréal. À Montréal, c'est une nouvelle stratégie et notre pays. Donc, dans quelques temps, peut-être dans les prochains jours, nous allons aligner notre stratégie nationale parce qu'il y a une stratégie nationale de la biodiversité 2016-2030. Donc, c'est la feuille de route à l'échelle nationale en matière de préservation de toute la biodiversité. Et nous allons donc aligner notre stratégie à ce cadre mondial parce que nous sommes pays qui ont ratifié, pays partis à la Convention. Nous avons ratifié la Convention de la biodiversité, donc nous devons aligner. Ce qu'il y a de nouveau dans ce cadre, c'est nous devons conserver. Ce cadre, il est un peu spécial. Il est chiffré, donc il est suivi d'un cadre de suivi, d'un cadre de suivi avec des indicateurs. Il est prévu donc dans ce cadre une conservation de 30% de la biodiversité. Excellent. Quand je parle de conservation, c'est par rapport aux aires protégées. Il y a aussi la restauration, on doit restaurer de 30%, donc à l'échelle 30% de la biodiversité. On fait référence au renforcement de capacité, tout ce qui est transfert de technologie, tout ce qui est plastique aussi. Nous devons donc l'éradication de toute cette pollution, effectivement. Éradiquer le plastique qui est nuisible par rapport à la biodiversité. Voilà, oui, et que ce soit en milieu marin ou vraiment sur milieu terrestre, c'est vraiment quelque chose à combattre. Enfin, le combat a déjà commencé, mais c'est vrai qu'il faut peut-être avoir une stratégie encore plus stricte ou plus sévère pour pouvoir éradiquer ou éliminer cet intrus. En tout cas,
Voilà, dans cette Dame Nature, avec toute sa diversité, cette faune, cette belle flore, et donc on peut parler aussi de certaines espèces avec Siam Knouch ici présente. Vous êtes pressé. Non, non, c'est pas pressé de les connaître. On Parce est toujours... qu'elle est belle et que je vous ai réservé une surprise. Ah bon, hein? Oui. On laisse à la oui. fin? C'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous Allez, voulez. on peut pas avoir déjà un petit avant-goût comme ça? Oui, ben écoutez, nous avons des plantes, on connaît des plantes, mais est-ce que nos grands-mères appelaient ces plantes comme nos étudiants aujourd'hui? Imaginez que votre fils a fait l'école de l'agriculture, au Lida, ici à Al-Haraj, et que sa grand-mère déjà avait un potager ou un jardin, ou habitait au bord d'une forêt. Est-ce que vous croyez que le petit-fils et la grand-mère donnaient les mêmes noms aux mêmes espèces? Ah, je l'ignore, hein. Peut-être. Ben non, parce qu'en fait, derrière chaque plante, derrière chaque espèce, il y a une approche assez spéciale. Alors, je vais vous demander les termes sont plutôt latins dans le jargon universitaire. Dans le jargon universitaire, c'est des termes latins académiques. Alors, je vais demander au script de me changer l'image, de la laisser en dernier, celle-là. Alors, ça, c'est le bupe-lèvre. C'est une plante qui vient du sud algérien. Voilà, je vais commencer par la camomille. Notre fameuse camomille qu'on utilise en tisane, qu'on connaît, etc. Ce ne sont pas des marguerites. C'est pas des marguerites, c'est toute la camomille. Alors c'est une petite, oui, enfin ça ressemble drôlement. Les feuilles ne sont pas tout à fait blanches. D'accord. Donc nous avons camomille au babounch. Alors à l'est algérien, dans la zone frontalière avec la Tunisie, ce n'est pas le babounch, ce n'est pas la camomille, c'est tout simplement kra al-djaja. D'accord. Donc c'est pied de poule là. C'est Kra al-Djaja et c'est comme ça. Je ne me posais pas la question, mais c'est Kra al-Djaja, c'est comme ça. Donc vous voyez que la camomille s'utilise aussi en tisane, c'est très bon, ça calme. Je ne sais pas quelle est la relation avec la poule, avec les pieds de poule, mais en tout cas c'est comme ça. Donc Kra al-Djaja, le babounj ou la camomille. C'est pas mal non plus. Baboun, je connais, c'est Kra al-Djaja, j'ai jamais entendu. Voilà, d'accord. Donc, apprenez. Alors, je le garde aussi pour la fin parce que c'est la même plante que tout à l'heure. Alors, devinez ce que c'est ces petits fruits-là. Alors, ces petits fruits, on peut trouver 3 pépins à l'intérieur. 3 petits pépins, bon, on les appelle dans quelques régions, on les appelle zarour. Je ne sais pas si Madame Lamèche pourrait reconnaître. Alors, on les appelle zarour quelque part, c'est très acide. Quand ça mûrit, ça devient avec un goût assez prononcé, ça devient sucré, très sucré même. Alors en fait, c'est l'obipène. Donc la plante, c'est l'obipène, mais chez nous, alors l'obipène, pour nous, en Algérie, c'est tout simplement, dans quelques régions algériennes, c'est babadjina. Donc quand vous dites l'obipène, vous dites babadjina. Donc babadjina ou l'obipène, c'est la même chose. Oui, ça se mange. C'est comestible, d'accord. Oui, ça se mange. Alors, parce qu'à l'est algérien, ils disent zarour pour les nefles. Zarour pour les nefles. Non, mais à Blida, on dit zarour pour les nefles aussi. Mais babadjina, c'est vraiment l'obipène. Alors, la plante qui suit, cette jolie plante, c'est l'hibiscus. Et el-karkadé, en arabe classique, el-khatmi, c'est une plante qu'on utilise en tisane aussi, en boisson. Qui a énormément de vertus, justement. Tout à fait. Donc, l'hibiscus, ce qu'on appelle chez nous Fatma Tallet. Alors, pourquoi Fatma Tallet? Je ne sais pas. Mais bon, Fatma Tallet. Parce que les fleurs sont perchées? Peut-être, oui. Fatma Tallet. Donc, c'est Fatma qui donne un coup d'œil. Ou peut-être qu'elle ne fleurit pas tout le temps, donc quand ça fleurit. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a donné un joli prénom, parce que je connais des dames qui s'appellent Fatma Tallet. Alors, Fatma Tallet. Oui, c'est un nom composé, donc c'est un nom phrase ou un prénom phrase. Fatma Tallet, c'est par rapport à l'hibiscus. Donc Fatma Tallet. C'est très algérien comme nom. Le karkadé est très apprécié au Moyen-Orient parce que c'est vrai qu'il est connu pour ses vertus pour le foie, pour l'hypertension. Tout à fait. Au Moyen-Orient, c'est le karkadé ou bien le khatmi dimashqi. Donc, mais ça, vraiment, c'est l'hibiscus. Ça aussi, c'est l'hibiscus. Donc, nous avons l'hibiscus rose et l'hibiscus rose pâle. C'est toujours Fatma Tallet. Enfin, je trouve que c'est joli quand même. C'est très joli, comme appellation et comme nom. Donc, ça nous change de Kra al-Djaja, mais c'est pas grave. Oui, absolument. C'est un peu plus poétique. Il y a de tout. C'est vrai qu'il
les femmes ne sortaient pas beaucoup à une certaine époque. Donc, quand on pouvait se permettre de voir une dame, voilà, peut-être qu'il y a eu une comparaison entre la dame et la fleur. Oui, possible. Donc, on disait, Fatma, je sais pas, il y a une relation assez particulière. Les narcisses qui, un nom qui vient directement de la mythologie grecque. Donc, nous connaissons tous le fameux Narcisse, amoureux de son reflet, etc., qui tombait dans la rivière. Et sur sa tombe, bien sûr, il y a eu cette fleur qui a poussé. Donc, dans certaines régions, c'est Berranges. Et dans d'autres régions, du côté de Constantine, la région Chaoui et tout, c'est autre chose, c'est la morve du prophète Khnoun-Tenbi. Ah, voilà. Oui, d'accord. C'est Khnoun-Tenbi. Vous connaissez vous voyez, Berranges, mais à Colba pour ceux qui prennent leur petit déjeuner ce matin. Pardon? C'est un gens qui n'ont... c'est les narcisses. Pour certains, c'est les narcisses, d'accord? En arabe classique, c'est Narges. Narges, ou même dans certaines régions algériennes, on dit Berranges, d'accord? Narcisse et Khnoun-Tenbi. Bon, c'est pas mal Khnoun-Tenbi non plus. Hein. Bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui ai acheté, non. C'est pas une raison pour insister, Siham. Mais en tout cas, c'est important de les. Mais exactement, c'est important pour la reconnaissance. Des fois, quand on est sur terrain, même ces noms, on les met quand dans les thèses. C'est un nom vernaculaire local, donc qui sont utilisés aussi par la reconnaissance. Tout à fait. On parle avec la population. Et on prend le nom et on le met dans les thèses. Oui, exactement. Après, on va vers le détail des fleurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de connaître le nom académique, comme dans cette jolie image de coquelicot. Les coquelicots qui, chez nous, se dit Ben Na'man. Alors, Ben Na'man, il y a une histoire qui se cache derrière. En fait, c'est par rapport à Nu'man ibn Mundhir, qui était le roi d'Al-Hira au sud de l'Irak, et qui y avait un grand palais qui portait le nom de Khawarnaq, qui a été construit par Sénémar. Vous savez l'histoire de Sénémar, on dit Jaza au Sénémar. Qui a été tué après avoir fini son œuvre. Les travaux, exactement. Donc c'était une fleur qui poussait tout autour de Khawarnaq. C'était une fleur qui poussait et que Nu'man ibn Mundhir raffolait. Il aimait bien regarder ce rouge qui jaillissait comme ça à la fin de la saison des pluies. Et on a fini par donner le nom de Nu'man au coquelicot, donc c'est devenu Ben Na'man. Donc quand on vous dit Ben Na'man, pensez à Nu'man ibn Mundhir, Al-Khawarnaq et à Sénémar aussi. Donc ceci est un nom très, pas très algérien, parce qu'en arabe aussi on dit Shraïch Nu'man. Alors là, par contre, on avait vu l'obipène, on avait vu le fruit, là c'est la fleur. Ça c'est vraiment Babajina. Hein. Là c'est la fleur de Babajina, c'est-à-dire l'obipène. Voilà, c'est une fleur très aromatique où il y a beaucoup d'abeilles autour. Ah, j'arrive. Ah oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, le bupe-lèvre, c'est une plante épineuse. Donc, bupe-lèvre, je perds mes mots, épineux qui pousse dans les steppes et dans les zones désertiques. Alors, chez nous, c'est tout simplement... Il a l'air tout verdoyant pourtant. Oui, alors ça s'appelle comment chez nous? Le terme vernaculaire veut dire? Oui, j'ai gardé ça pour la fin. Alors, pour nous, c'est le fameux chabrag. Ah, c'est ça le chabrag? Ben oui, c'est ça le chabrag. Donc vous allez aussi lui dire chabrag. Voici chabrag. Voilà, je vous présente, messieurs, dames, le fameux chabrag. C'est en fait le bupe-lèvre épineux qui pousse dans les steppes et dans les zones arides. Et voilà, donc c'était chabrag. Voilà, tout aussi le fameux chabrag. D'accord. Donc vous voyez que nos noms sont très intéressants, n'est-ce pas? Oui. Donc, oui, c'est très intéressant. Et voilà, d'autant plus que vous venez de confirmer que c'était utilisé par les experts qui se déploient justement sur le terrain pour faire l'inventaire de toutes ces belles espèces. Parmi elles, des espèces endémiques, d'autres vraiment qui poussent dans notre pays et qui sont préservées ou pas assez. C'est un petit peu à vous de nous dire. Oui, bon, par rapport à la... C'est vrai qu'il y a une grande diversité en Algérie, par rapport aussi aux écosystèmes, on va du marin jusqu'au désertique. Nous avons à peu près 16 000 espèces en tout, végétales, animales, et environ 700... il y a des espèces, il y a à peu près 1000 espèces qui sont utilisées en médecine, dans les vertus médicinales, et environ 600 à 700 espèces qui sont endémiques. Donc, endémique. Quand nous avons dans le domaine de la recherche ou bien quand on fait par rapport
on lance des études au niveau du ministère de l'Environnement justement pour connaître la diversité biologique sur terrain. Et quand généralement il y a des espèces qui sont endémiques, donc on passe, que ce soit notre secteur ou un autre secteur tel que la Direction générale des forêts, on passe à la classification. Donc quand c'est des espèces rares, rarissimes, on procède donc à la classification d'une aire protégée justement pour protéger cet espace. Protéger ces espaces. Voilà. Et en parlant d'aires protégées, d'espaces verts justement gardés, sauvegardés, aujourd'hui donc on assiste à la célébration de cette journée mondiale par un programme officiel donc qui aura son point de départ à Skikda et qui va dans le sens de ce que vous venez de citer aussi. Oui, donc à l'occasion, la journée internationale de la biodiversité, c'est l'occasion aussi de sensibiliser à la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, donc, Madame la ministre s'est déplacée donc, dans la wilaya de Skikda, justement pour célébrer cette journée. Et pourquoi le choix de Skikda? Parce que nous avons... C'est la question que j'allais poser. Oui, parce que nous avons des projets qui sont en cours de réalisation au niveau de cette wilaya. Puis c'est très vert, la wilaya de Skikda, du côté de l'Qon, Oued Souhour, etc. Il y a des forêts extraordinaires. Extraordinaires. Nous avons donc lancé une étude de classement. De classement d'aires protégées. Donc il y a eu tout un travail de reconnaissance sur terrain par les experts qui se sont déplacés sur terrain et justement ils ont inventorié toutes les espèces animales et végétales au niveau de la région de Annaba. Et puis il y a eu l'extension, donc parce qu'il y a une continuité donc, écologique. Il y a eu l'extension de cette aire protégée dans la région de Skikda. C'est vrai que les Doug trouvent son prolongement jusque-là. Au niveau de la wilaya de Skikda. Donc il y aura une présentation aujourd'hui par le directeur de l'environnement de l'étude. Et puis après, donc, il y aura toutes les démarches administratives. Après l'étude technique et scientifique sur terrain, donc il y aura toute la démarche administrative pour le classement de cette aire protégée et pour la préserver. Si on la classe, on ne va pas avoir un problème d'urbanisation. C'est vrai que dès qu'elle est classée, automatiquement, ça permet d'avoir un dispositif de protection. On ne pourra pas construire dans ces régions, donc ça va être une aire protégée avec ses limites. Ses limites. Pour l'étude, il y a eu il y a eu la présence de plusieurs secteurs, donc justement il y a eu des ateliers de concertation au niveau local, au niveau de la wilaya de Skikda, pour le classement de cette étude. Et puis après, donc il y aura un classement au niveau local, au niveau de la wilaya de Skikda. Et puis après, donc comme c'est deux wilayas, l'étude de classement, elle va être présentée au niveau de la commission nationale, parce que ça chevauche entre deux wilayas, parce qu'il y a une commission nationale qui examine donc les études de classement. Voilà, donc ça va remonter au niveau national pour l'examen du dossier pour son classement. Oui, c'est bien. Oui, c'est excellent. C'est très important excusez-moi, c'est très important de procéder au classement. D'ailleurs, l'extension, on parle d'extension d'aires protégées, ça rentre dans la politique du gouvernement, dans les orientations du gouvernement à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, parce que j'avais parlé du cadre mondial qui parmi les priorités du cadre, c'est d'aller vers 30% donc quand on dit la conservation, justement la conservation in situ. Très bien. C'est la création d'aires protégées. Bien sûr, dans ces aires protégées ou dans ces espaces, dans ces espaces parfois paysans, donc il y a cette communauté qui a aussi ses habitudes, qui a aussi ses traditions, etc., avec laquelle vous devez composer. Donc il y a en principe, j'ai eu écho de tout un programme qui est destiné à ces communautés en particulier. Oui, effectivement. Donc, quand on parle d'aires protégées, on ne peut pas interdire le tout. Donc, il y a de la population. Donc, en milieu rural, il y a de la vie. Et les études de classement et par rapport à la loi des aires protégées, il y a un espace réservé là où c'est interdit. Donc, on ne peut pas faire de l'activité. Par contre, à la périphérie, on peut laisser la population utiliser la biodiversité, donc la valoriser. Elle va valoriser cette biodiversité et c'est le cas on est en train de travailler dans le cadre d'un programme de coopération justement à appuyer à aider les femmes rurales à les appuyer justement
par des formations, par du matériel, justement pour l'utilisation de cette biodiversité, telle que par exemple, on a beaucoup travaillé sur l'huile de lentisque dans la région de Annaba. Oui. Il y a eu la création au niveau de Skikda, il y a eu une dizaine de coopératives qui ont été créées. Et c'est très bon, c'est une huile qui est extraordinaire. Exactement. C'est une huile magique. Pour moi, c'est une substance magique. Voilà, je connais des gens qui sont derrière leur télé ou devant leur télé qui sont en train de rigoler. Je sais qui c'est. Ah bon? Parce que c'est vrai que c'est utilisé, voilà, les personnes ayant des rhumatismes ont recours, ayant de l'asthme aussi. Ça traite aussi l'asthme, cette huile de lentisque qu'on dit. Voilà, donc au niveau de Annaba, il y a une bonne production de cette huile, vous me disiez tout à l'heure. Oui, donc on avait travaillé à Annaba et ces femmes maintenant, elles ont, j'allais pas dire, donc créé leur coopérative. Elles ont créé, donc il y a eu la création, il y a eu un accompagnement donc de la création de la coopérative jusqu'à la commercialisation du produit. C'est bien ça. Oui, et puis dans le cadre du programme, elles ont été même exposées dans une foire à l'échelle internationale. Donc elles ont exposé leurs produits. Maintenant, les produits sont bien, ils sont bien présentés, bien emballés. Donc voilà. Donc prêts à être distribués, prêts à être produits à plus grande échelle. Il y a eu vraiment un appui. Donc il y a eu des formations pour la gestion administrative, comment créer cette coopérative. Il y a eu beaucoup de sensibilisation justement pour informer les gens comment on crée ces coopératives. Et nous avons aussi accompagné tout ce travail avec des guides. Donc, pour le lentisque, maintenant, il y a un guide justement pour préserver la ressource. Pour préserver la ressource, quelles sont les parties, à quel moment on doit extraire, on doit prendre voilà, donc l'espèce et tout. Et il y a eu aussi, on est en train de travailler pour élaborer justement un guide de création des coopératives avec le secteur de certaines d'entre elles ont apporté des fruits du côté de Tintouf, entre autres, par rapport à la culture de l'arganier et aussi à l'extraction de ce fruit ô combien précieux et très prisé. Oui, nous, dans le cadre du projet, on a travaillé sur les régions du littoral, mais on a fait quand même un atelier au niveau de la wilaya l'année passée. Donc, on a fait un atelier au niveau de la wilaya de Biskra. On avait invité toutes les wilayas du sud. Justement, pour pérenniser l'action, on a élaboré ces guides qui vont servir pour d'autres organisations, d'autres femmes ou d'autres personnes qui veulent justement s'organiser en coopérative. En petite coopérative, cette coopérative, cette entraide permettra justement de drainer des revenus à ces personnes qui sont en milieu rural et qui sont vraiment dans cette tradition depuis toujours, mais qui vont structurer un peu ce travail. Ça permet donc l'amélioration des conditions de vie de ces populations et ça leur fait une rentrée d'argent. Voilà, que dire au terme de cette rencontre, Madame Lamèche? Donc, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Donc, on sait que l'Algérie célèbre, à l'instar de toutes les nations, donc cette journée mondiale de la biodiversité. Que dire de notre biodiversité en fin de cette rencontre? Eh bien, nous devons travailler encore plus pour préserver notre biodiversité. J'ai parlé d'aires protégées, mais il faut aller vers une meilleure gestion de ces aires protégées. Nous allons prochainement quels sont les points forts de l'Algérie dans ce sens? Nous travaillons beaucoup sur les aires protégées. Donc, très bien. Nous avons, alors je vais dire que nous avons dépassé le pourcentage d'aires protégées. Pourquoi? Parce que nous avons intégré et nous avons reconnu, donc l'année passée, parce qu'on parle d'aires protégées, il y a les parcs nationaux, mais qui ne sont pas compris dans la loi des aires protégées. Mais il y a une autre catégorie à l'échelle mondiale qui sont les autres mesures de conservation. Parce que les aires protégées, les 5 parcs culturels, ils ne sont pas compris dans la loi des aires protégées, mais par contre, ils ont une gestion. Ils ont bénéficié de tout un programme du PNUD. Voilà, ils ont bénéficié d'un contribué à ils sont gérés aussi. Voilà. Au niveau local, il y a des offices qui gèrent ces parcs nationaux, ces parcs culturels. Absolument. Donc, on les a intégrés comme étant autres mesures de conservation, mais comme ils ont une grande superficie, donc on est à peu près à environ 44% des aires protégées. Mais reste encore la gestion, nous devons encore travailler justement pour une meilleure gestion
de ces espaces qui renferment une richesse. Oui, comme on l'a dit, des espèces endémiques, des espèces à protéger. Oui, les parcs du Sud ont permis la préservation d'une espèce qui est rare et qui est en voie de disparition, le guépard, entre autres. Tout à fait. Voilà. Il est même sur la liste rouge des espèces. Il est sur la liste rouge, mais beaucoup de spécimens ont été photographiés grâce à ce travail d'inventaire et de gestion de ces parcs au sud du pays, avec bien sûr le soutien justement du PNUD dans le cadre de cette gestion globale à travers la planète. En tout cas, on a été ravis d'en parler ce matin. Donc de l'Algérie, de sa stratégie en matière de préservation de notre écosystème. En tout cas, merci Madame Moufida Lamèche, vous êtes sous-directrice chargée de la prévention et de la conservation des écosystèmes auprès du ministère de l'Environnement. Merci infiniment pour cette participation. Merci. Voilà, on vous dit à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, Alors, qu'en est-il de Siham? Est-ce qu'elle a bouclé sa liste de fleurs? Oh ben ça va, oui. Caïn? Bon, partina. Une petite dernière pour la fin? Je crois que je vais me contenter de ce petit nombre de fleurs. Très bien. Et Une belle peut-être qu'on fera autre chose la semaine prochaine, je ne sais pas. Avec le nom plaisir. des poissons, tiens. Oh là! Why not? Why not? Vous allez être gâtés. Vous nous ramènerez du poisson aussi, on va goûter aussi. Je suis bonne cuisinière, il n'y a pas de souci. Je suis bonne cuisinière. J'ai pas peur de ça. Rabia. Génial. Alors il y aura le plaisir des papilles en même temps. Merci infiniment. Merci à vous deux et donc merci à tous ceux qui sont avec nous. Et tout de suite, nous allons découvrir ensemble un pan de notre patrimoine, donc réhabilité. D'ailleurs, il s'agit de la Villa Boulkine qui se situe au niveau du quartier du Sendé, donc Hussein Dey. Et c'est Walid Yousfi qui nous en fait la visite ce matin. Véritable chef-d'œuvre architectural en plein cœur de Hussein Dey. Le palais Boulkine, appelé communément Villa Boulkine, était autrefois la résidence secondaire du Dey d'Alger. Érigée à la période ottomane pour la fille du Dey, le dernier Dey d'Alger, Hussein. Et c'est une villa farce, donc c'est une villa extramuros. Donc on avait la Kasbah, le noyau originel, donc la Kasbah, et on construisait des villas à l'extérieur, c'était des villas d'été. S'en est suivi une extension à la période française, donc on a construit, adossé à la villa de la période ottomane, une deuxième villa qui jouxte la première, et qui a été érigée dans le style néo-mauresque. Voilà. Donc par la suite, en fait, la villa, après l'indépendance, a servi de mosquée pour le quartier, et ensuite, elle a servi de lycée pour l'éducation nationale. Cet édifice ottoman, livré durant des années aux aléas du temps, fait peau neuve. L'opération de restauration nécessite un travail minutieux qui requiert beaucoup de précision. Le plafond était très endommagé. Nous avons repris exactement les mêmes motifs avec les mêmes couleurs que celles qui étaient avant. Cela nous a demandé un peu plus de temps, mais nous avons pu reconstituer le plafond à l'identique. La wilaya a pris en charge ces travaux. Donc c'était des travaux de confortement, de consolidation, donc des travaux importants. Et aussi, ça a été en fait toute une batterie de restauration fine. C'est la restauration des menuiseries, la restauration des marbres, etc. Nous avons insisté sur l'intégration ou la participation d'artisans locaux, puisque la restauration obéit à certaines règles de l'art qu'il faut maintenir et qu'il faut perpétuer. Une fois livrée, la Villa Boulkine accueillera provisoirement le siège du Grand Musée de l'Afrique,
L'inauguration officielle est prévue pour le 14 juin prochain. Le Grand Musée, la décision de domicilier le Grand Musée de l'Afrique en Algérie a été prise en 2005 au niveau de l'Union africaine. Le type de collection que doit héberger ce musée, il ne s'agit pas seulement de collection patrimoniale, mais il s'agit aussi d'une mise en valeur de tout l'art africain et des artistes africains. Voilà, on ne veut pas reproduire les mêmes musées qui existent à l'étranger. Le Grand Musée de l'Afrique a été choisi pour être un point de rapatriement du patrimoine africain. L'une de ses missions sera donc de réceptionner et d'expertiser l'héritage culturel du continent et de le faire découvrir au grand public. Voilà, après ce joyau architectural, nous allons découvrir aussi une autre bâtisse, monument classé historique depuis 1950. Il s'agit du fort de Tamanfoust, qui est un prémontoire qui est face à la baie d'Alger et donc que nous avons eu l'occasion de visiter. Et aujourd'hui, la visite guidée se fera grâce à la responsable de cet édifice. Il s'agit en l'occurrence de Madame Kautar Kided, qui a fait le déplacement depuis l'est d'Alger pour nous en parler. On est ravis de vous recevoir ce matin. Merci Faiza, bonjour à vous. Oui, moi c'est Radia, Faiza est en régie. Ah, désolée déjà. Faiza Wadi nous prépare l'émission, voilà. Moi je la présente, mais on est ravis de vous recevoir ce matin. Bonjour toutes les téléspectateurs surtout. Oui, en tout cas, ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Vous avez de la chance d'être en bord de mer et de travailler dans ce cadre assez particulier, n'est-ce pas? Je n'ai pas à me plaindre. Oui, des murs chargés d'histoire, des murs qui nous transportent jusqu'à l'histoire lointaine de l'humanité, on dira, parce que dans le petit musée de cet édifice, on voit l'évolution des civilisations humaines. Exactement. Depuis la proto-histoire à nos jours, n'est-ce pas? Effectivement, on pourra d'ailleurs voir ça lors de la visite, et j'encourage les gens à venir. Nous avons 3 salles qui vraiment montrent cette différence dans toutes les civilisations. Nous avons d'ailleurs une salle où on voit carrément des objets néolithiques. Nous avons une salle islamique, donc de la période ottomane bien sûr, et une salle romaine, parce que la ville s'appelait Rusgounia avant, donc c'était aussi une ville romaine. Voilà, Rusgounia, donc qui était cette ville paisible en bord de mer, donc voilà, qui donne face au cap Kaksin, donc on a deux caps, Batifou, et donc cette rive, donc qui a connu le passage des Phéniciens et qui a connu le passage des Romains, et donc à un moment donné a connu aussi une tentative d'invasion de la part de Charles Quint. En 1541, qui s'est très mal fini pour lui aussi, faut le dire, parce qu'on se dit qu'il est parti avec des débris de sa flotte. Oui, donc quand même, la fortification d'Alger a fait son boulot à l'époque. C'est vrai. C'est dire que cet endroit est un endroit effectivement stratégique, choisi donc par les autochtones, par aussi les Romains, par la suite donc les Ottomans. Après cette victoire contre Charles Quint, donc on décide d'édifier ce fort, n'est-ce pas? Effectivement. Qui n'existait pas encore. Il n'existait pas encore à la base, mais depuis 1661, donc ça date de construction, c'est devenu vraiment un maillon d'une longue chaîne de fortifications qui servait à défendre justement la ville d'Alger. Et il y a eu d'autres bombardements aussi en 1882 par les Français, d'ailleurs sous le commandement de Duquesne. Et sa reconstruction fut en 1685 par le Dey Hussein Mezomorto. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit très bien que c'est fait avec les pierres de taille romaine, donc grâce aux vestiges de la ville de Rusgounia. Très bien, donc c'est grâce à ces pierres qui étaient robustes, qui étaient déjà présentes dans cette ancienne ville, donc c'est l'ancienne appellation de Tamanfoust. Cap des Buissons. Cap des Buissons aussi. Donc voilà, on reconstitue et on crée un fortin qui est assez singulier, qui ne ressemble pas à tous les autres fortins parce qu'il a une morphologie très particulière, unique en son genre. Sa particularité justement, c'est le fait d'être octogonal et c'est le seul en Afrique du Nord. On voit son architecture qui ressemble vraiment pas aux autres forts, faut le dire. D'ailleurs, on a la seule copie de ce fort qui est
je dirais le frère jumeau souvent, et à Istanbul et non pas Oui. ici. Donc, pour vous dire que c'est vraiment Un unique joyau dans des son plus genre. rares, voilà. Exactement. Ne serait-ce que par cet aspect qui est unique en son genre en Afrique. Donc, on a 8 côtés, donc 8 murailles. Avec des archères et meurtrières sur la terrasse. Voilà. Absolument. Donc, voilà, ces petites ouvertures qui permettent de voir les petits oiseaux et les mouettes passer. Beaucoup de goélands aussi. Les goélands qui s'installent. Voilà. Et voir aussi tous ces pêcheurs. C'est très agréable d'être sur cette terrasse. Panoramique quand même sur la baie d'Alger et Cap Matifou, ce qui est rare. Nous avons franchement, c'est la seule vue d'Alger panoramique qu'on peut voir. Absolument, une vue prenante de ce prémontoire qui se trouve justement tout en haut de Tamenfoust et qui permet donc d'apprécier l'arrivée d'un ennemi. de découvrir l'arrivée. L'une de ses fonctions était était quand même défensive. Voilà. Et donc voilà, on l'a utilisé aussi comme monument de guerre durant la colonisation ou l'occupation française. Effectivement, oui. On a même d'ailleurs la prison du fort a servi pour nos moudjahidines et certains martyrs. Donc, pour vous dire que quand même, il avait son impact. Ce sont des geôles qui sont assez particulières. J'ai eu l'occasion de visiter. L'ouverture est très petite. Ils ne voient pas la lumière du ciel. Parce qu'il faut dire que c'était passager. On les transportait pendant 48 heures à l'époque ottomane, bien sûr. C'était transitoire exactement. Donc, le temps de les transférer au Serkadji, on passait d'abord par Tamenfoust. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a ces chambres qui sont assez profondes et qui ont très peu d'ouverture. On leur envoyait comme ça la nourriture melfour. Exactement. Vous n'avez pas le choix, on voyait même pas la lumière. Les pauvres. Mais il y a quand même un fait très historique majeur qui s'est passé au fort. C'est en fait la décision de la résistance est sortie de ce fort. Entre le 23 et le 27 juillet 1830, tous les chefs de tribus de Zawiya algériens se sont retrouvés ici parce qu'on avait ici des Faraj qui étaient justement tout à fait en face. Donc ils se sont retrouvés à Tamenfoust et c'est de là où est sortie justement la décision de la résistance. Voilà, ça reste majeur. C'est dire que voilà, cet édifice raconte énormément d'histoires et vous avez eu plaisir à les partager avec le public qui a justement investi les lieux pendant tout le mois du patrimoine qui s'est étendu du 18 avril au 18 mai. Donc écoulé, vous avez ouvert les portes de ce fortin à tous les visiteurs. Effectivement, le programme de notre mois du patrimoine, déjà je rappelle un petit peu le thème, on s'est concentré sur la profondeur africaine dans notre patrimoine culturel. Donc ce qu'on a pu faire, c'est d'organiser ou de faire des portes ouvertes à toutes les écoles et centres pédagogiques de la région pour un petit peu quand même faire connaître le lieu et donner aux enfants aussi surtout plusieurs informations parce que quand même ça reste un petit bijou. J'imagine que les petits bambins repartis avec plein d'images dans la tête. Effectivement, surtout arriver à la terrasse. Oui, arriver à la terrasse, c'était quelque chose. C'était des commentaires, des témoignages. Oui, c'était des waouh surtout, des étonnements. On voyait les oiseaux, on voyait la vue, avec le port, la mer, la Alger en face, donc beaucoup d'étonnements. Et à chaque fois, on a cet étonnement justement. Voilà, on sort du manuel scolaire pour vivre l'histoire de manière vivante. C'est un monument historique qui raconte ça. Ce sont les éléments qui travaillent au sein de cet édifice qui racontent ces belles histoires aux enfants, qui leur permettent de connaître ces vestiges, ces témoins d'une époque ancienne, n'est-ce pas? De voyager dans le temps, à chaque fois je le dis. À Tamenfoust, à chaque fois, c'est un voyage dans le temps. Donc, chaque mois du patrimoine, vous organisez des événements à l'effet justement de faire connaître le fort. Est-ce que vous avez l'impression que le fort est assez bien connu? Maintenant, je dirais que grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on est quand même dans une époque où les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact, grâce aux réseaux sociaux, ça commence à bouger. D'accord, entendu. Quand même, nous faisons pas mal d'entrées et je suis contente et je demande que plus.
Voilà, des entrées, disons, pour ceux qui ne connaissent pas, sont assez symboliquement rémunies. Voilà, c'est-à-dire que payer, parce que l'accès coûte combien C'est 90 dinars pour les adultes, 45 dinars pour les moins de 20 ans. Donc pour les étudiants aussi, c'est encore plus accessible. C'est vraiment symbolique. C'est pour ça que j'encourage quand même les gens à venir. Mais souvent, les familles s'ennuient pendant le week-end à ne pas savoir où on est. Est-ce que le fort est ouvert en dehors du mois du patrimoine? Est-ce qu'il est ouvert le week-end? 7 jours sur 7. De 9h à 17h l'hiver et de 9h à 18h l'été. Très bien. On prolonge d'une heure. Très bien. Donc, au sein de ce fort, une très belle cour qui permet l'accès à différents espaces. Les salles du fort sont des espaces d'exposition pour certains, des espaces de remémoration aussi de l'affectation précédente de cet édifice, n'est-ce pas? Parce qu'à part les salles d'exposition, mis à part les salles d'exposition, nous avons aussi une boulangerie sur place. Les gens sont étonnés à chaque fois de voir une boulangerie, pour vous dire à quel point les soldats sur place à l'époque étaient autonomes. Une cuisine aussi, une salle de prière. Donc c'est joliment mis en valeur avec Oustadar, comme je le dis souvent. Oui. Donc, avec une belle amphore comme ça au milieu. Ce qu'on appelle une dolium. Oui, voilà. Une dolium, moi je dis amphore, mais ça ressemble. Et c'est vrai, parce qu'on est pratiquement face à la mer. C'est un milieu marin pratiquement. Oui. Donc ce sont des marins qui restaient ici depuis l'époque phénicienne en fait. Ce sont ces voyageurs, commerçants qui venaient, qui avaient choisi ce petit port pour ce justement comptoir, faire si on veut, ce comptoir pour faire une pause et puis après voilà, chemin faisant. Donc il y a eu différentes civilisations qui ont peuplé Tamanfoust. Et donc, on va parler des Romains, mais les Vandales ont détruit la ville une première fois. Vous avez parlé d'une autre destruction. Comme partout, je dirais, surtout les villes côtières, souvent, il y a eu effectivement une invasion des Vandales, ce qui a justement reconduit à sa reconstruction. Oui, donc la reconstruction qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ce vestige témoin de l'histoire qui s'appelle le fort Tamanfoust. J'imagine que vous avez beaucoup de plaisir à y travailler, on le disait au début. Oui, franchement, je vous ai dit au début, je n'ai pas à me plaindre. Et j'encourage franchement chaque téléspectateur tout le monde à découvrir. Exactement, à découvrir cet endroit. Voilà, regardez-moi cette vue. Elle est incroyable, elle donne sur le port et elle donne aussi sur le phare. Justement, on voit l'amirauté tout au bout et c'est magnifique. Voilà. Il y avait un très beau projet donc d'une traversée d'un bateau restaurant. J'espère que le projet reprendra parce que ce serait bien d'aller d'un bout en juin. Il reprend. Il reprend en juin. L'année passée, il a repris en juin et franchement, on a eu beaucoup de monde. C'était vraiment bénéfique. C'est excellent. Donc cette traversée depuis Alger vers Tamanfoust et vice versa, donc va permettre aux Algérois de visiter donc les différents édifices et les forts qui ont permis justement à cette époque de protéger le Mahrousa, de protéger la baie d'Alger. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Kautar Kidad, je vous souhaite un bon voyage de retour vers Tamanfoust, où votre équipe vous attend. On salue toute l'équipe du fort de Tamanfoust. Je salue les collègues et je salue aussi les collègues de notre direction générale qui est l'Office national de l'exploitation et de la gestion des biens culturels protégés. Voilà, on vous souhaite en tout cas une belle saison et avec beaucoup de visites durant l'été ou durant justement la période de vacances qui approche à grands pas. Merci beaucoup. Voilà. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Bon, c'est vrai qu'on parle de vacances, mais avant les vacances, il y a cette période d'examen. On va en parler avec justement une autre invitée, la dernière de cette matinale, tout de suite après ceci.
Voilà, je le disais tout à l'heure, sous tous ces lieux, tous ces beaux lieux de villégiature, notamment ceux qu'on vient de voir à la capitale, donc seront investis par les vacanciers. Mais avant les vacances, il y a cette période d'examen. Donc il y a les grands examens, on dira, le BEM entre autres et le baccalauréat. Ce sont des rendez-vous très importants pour les élèves et aussi les enseignants qui les accompagnent tout au long de l'année, qui leur donnent les bases, qui leur donnent aussi les moyens de faire face à ces examens qui font peur, très difficiles pour certains. En tout cas, pour en parler ce matin, nous sommes ravis de recevoir Mme Fatiha Bousmaha. Vous êtes secrétaire générale de la coordination nationale des enseignants de français en Algérie. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je vous remercie. Vous avez pris votre retraite il y a quelques années, en 2015, mais vous continuez d'être présente différemment pour tous ces élèves. Complètement investie dans... C'est ma passion, l'enseignement a toujours été ma passion. Oui. Donc j'y suis toujours et c'est toujours un grand bonheur que d'être... De garder un pied. Oui, de garder un pied, d'être avec les enseignants, mais également avec les élèves, car nous sommes dans l'association, nous essayons de faire participer les enfants de toutes les wilayas presque. Oui. Nous avons quand même à notre actif environ une quarantaine de wilayas dont les enseignants sont adhérents en partie et qui font participer les enfants à des concours d'écriture, des concours sur des récits historiques, mais en tout cas nous sommes toujours dans le domaine et pour nous c'est important de continuer à vivre au contact de l'enseignement. C'est génial, j'imagine que c'est vital pour vous ainsi que nombre d'enseignants qui ont fait partie de cette locomotive qui a lancé cette coordination qui est née quand, rappelons-le? Alors c'est une coordination qui est née quand même dans les années 2000 mais dont l'agrément définitif a été délivré par le ministère de l'Intérieur en 2013. Donc voilà. Depuis 2013, nous avons notre agrément et nous activons dans la légalité la plus absolue à travers le pays. Ah ben c'est formidable. En tout cas, vous citiez tout à l'heure une des vocations de cette coordination, une des préoccupations de cette coordination, mais je pense qu'elles sont multiples. Oui. Mais qu'est-ce qui a motivé justement cette mobilisation des enseignants? Tout simplement le manque de formation. Donc c'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale active et essaie de former en masse les enseignants à travers le pays, mais une formation n'est jamais suffisante pour un enseignant, surtout un enseignant, et surtout dans l'enseignement de base. Ce qui est très important pour un enseignant, c'est avoir les outils nécessaires pour faire face à la pratique de classe. Et donc, c'est vrai que certains d'entre eux sont sortis fraîchement de l'université, mais ça nécessite une accommodation, ça nécessite une adaptation aux besoins pédagogiques de l'enseignant. La pratique de classe, c'est quand même... sa formation ne finit jamais parce qu'il y a toujours des approches nouvelles, de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de faire. Et nous sommes en contact, bien entendu, avec les associations du monde entier, puisque nous sommes affiliés à la Fédération internationale des professeurs de français. Donc nous participons, le dernier congrès auquel nous avons participé, c'est celui de la Commission du monde arabe. Et donc c'est une formation également à laquelle ont participé nos adhérents enseignants, des enseignants qui ne sont pas adhérents non plus, mais nous étions en force dans ce congrès qui s'est déroulé en Tunisie dernièrement, et c'est un congrès international, et où il y a eu plus d'une centaine de participations d'enseignants algériens. Absolument. Et donc là, c'est une formation dont bénéficient nos Algériens, comme nos enseignants algériens, comme les autres, d'une formation supplémentaire pour faire face justement à... Tous les recyclages sont les bienvenus, le recours à la technologie aussi et de rigueur dans une ère comme la nôtre, n'est-ce pas? Absolument, dans tous les domaines. Il y a l'éthique, bien sûr, mais il y a également la pédagogie. Donc la pédagogie, le côté scientifique. Nos enseignants sont armés sur le plan académique. Donc ils ont des licences, des masters, des doctorats sur le plan scientifique. Mais il reste que l'expérience en classe, elle est toujours à compléter, elle est toujours à enrichir, elle est toujours à renforcer. Et
Et ça doit se faire continuellement. La formation d'un enseignant ne s'arrête jamais. Elle est continuelle jusqu'au bout. Là, vous voyez, moi, je suis à la retraite et j'apprends encore. J'imagine. Vous êtes une passionnée parmi tant d'autres. Et on a beaucoup de respect. On s'incline vraiment très bas face à tous ces enseignants, toutes ces personnes qui sculptent l'esprit de ces futurs citoyens. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la coordination joue un rôle très important vis-à-vis de cet encadrement qui est l'enseignant. L'enseignant, c'est important de l'encadrer, de lui donner les outils parce qu'il est censé aussi donner les bases pour permettre à ses élèves de franchir des étapes, c'est-à-dire quitter le cycle primaire pour aller vers un cycle secondaire, voilà, le collège et puis après le cycle secondaire. Et ce sont des étapes très importantes, très déterminantes pour son avenir et ses choix. Oui. Voilà. De quelle manière vous contribuez à cela? Notre façon à nous de comment contribuer. Bon, nous avons les enseignants d'abord qui se mobilisent quand qui ont en charge des classes d'examen. Ça, c'est très important. Bon, il n'y a plus l'examen de 6e, mais il n'empêche que la formation elle continue jusqu'en 5e pour le passage en première année moyenne. Mais en fin de collège, il y a l'examen du brevet quand même. Et en fin de cycle du lycée, il y a le baccalauréat. Donc nos enseignants également se mobilisent à leur manière. D'ailleurs, je vais vous parler. Lorsque vous m'avez appelé hier, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer sur la page de l'association la doléance qui a été demandée. Quel conseil donneriez-vous à vos élèves Je vous assure que j'ai reçu des conseils. Alors le premier conseil, c'était de Janet qu'il arrivait. C'était notre collègue de Janet. Oui, il arrivait de Janet pour dire ne stressez pas, ayez confiance en vous. C'était le premier conseil. Et puis ça arrivait de Tougourt, de Wergla, je vous assure, ça arrivait de partout. Bien sûr, il y a certains professeurs qui ont eu en charge des enfants un peu difficiles, qui ont été un petit peu revanchards sur les conseils à donner ou ne pas donner de conseils du tout. Certains qui disaient les dés se sont jetés, il n'y a plus de conseils à donner. Là, moi, personnellement, je les comprends. Je sais dans quelle situation ils enseignent, peut-être dans des quartiers populaires un petit peu durs, peut-être. Mais par contre, en majorité, je vous assure, à 99%, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance, mais également des conseils qui sont très appropriés à donner avant un examen. Encore ce matin, c'est mon fils qui m'a accompagnée et qui, quand j'ai parlé de cette entrevue, de ce passage à la télé sur les conseils à donner, il m'a dit oui, c'est important, maman, tu sais. Je me rappelle bien que lors du baccalauréat que j'ai passé, il y a eu des cas des cas vraiment regrettables qui se sont déroulés. Des enfants qui n'ont pas dormi toute la nuit, qui ont fait des nuits blanches à réviser les dernières choses à ne jamais faire. D'autres encore qui ont mangé des choses qu'il ne fallait pas et qui se sont retrouvés malades ce jour-là lors de l'examen. Donc ce sont des choses qui ne pardonnent pas. C'est-à-dire que forcément le candidat a dû repasser son bac. Donc il y a quand même des conseils pratiques à donner aux enfants avant de passer un examen. C'est entre autres, c'est vrai que la charge émotionnelle, elle est tellement forte et elle pèse sur les épaules du candidat et non pas des parents aussi, mais beaucoup plus du candidat. Et qui, quelquefois, ne parle pas, ne sait pas à quel sein se vouer et il n'en parle pas. Ça aussi, c'est une inquiétude qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre, et surtout les rassurer. Les enfants ont besoin d'être rassurés. Il ne faut surtout pas leur transmettre le stress du tout. À la veille de l'examen, que ce soit parce que les enseignants tissent des liens tellement forts que parfois eux-mêmes sont stressés pour leurs élèves. Déjà, on sent un environnement très stressé. Donc si un enfant, un candidat au brevet ou au bac baigne dans cet environnement, la charge elle est tellement forte que ça devient électrique par la suite, et c'est un électrochoc pour le candidat lui-même. Donc parmi tous les conseils qui ont été donnés, c'est surtout quand même je voudrais être fidèle parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais être fidèle à ce qu'ont dit les collègues. Il y a des conseils à donner avant l'examen et des conseils à donner pendant l'examen. Donc avant l'examen,
C'est ne plus charger sa mémoire. C'est bon. La veille, c'est terminé. La connaissance a été acquise. De petites doses à donner à sa mémoire et non pas l'emmagasiner. Essayez également surtout de dormir, de se reposer la veille, et de bien manger également, et de dormir tôt, de se lever tôt. D'essayer de retrouver son centre d'examen avant d'y aller le jour J. Ne pas y aller à la dernière minute, le retrouver. Garder des idées positives. Quand on stresse, on a toujours des idées négatives. Et là, c'est là où les parents jouent un rôle, c'est de garder l'esprit vraiment positif à l'enfant. À toute épreuve, effectivement. Oui. Bon, j'imagine que les conseils sont nombreux. Oui, il suffirait d'aller sur la page de la coordination, donc sur la page de la coordination nationale des enseignants de français en Algérie, et vous aurez droit à tous ces conseils envoyés, le disait, des 58 wilayas, pour vous permettre de passer vos examens dans les meilleures conditions. On vous souhaite bon courage, bonne chance à tous ceux qui se présenteront justement au pupitre des examens, donc à ces salles tellement froides mais qui font peur, mais gardez confiance en vous, le disait tout à l'heure notre invité. Merci infiniment Madame Fatiha Bousmaha. Voilà, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de cette coordination nationale des enseignants de français en Algérie. Merci pour votre participation et à travers vous, on salue tous les enseignants où qu'ils soient. On a été fiers de vous avoir comme enseignant, donc continuez, bon vent pour tout ce que vous faites, c'est tellement noble. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés ce matin. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.